à Bamako, au Mali. Ça se fait. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu ce samedi en audience l'envoyé spécial du président de la Guinée équato-guinéen, Théodore Obiang Nguema. Il était venu faire part au chef de l'État de la tenue prochaine du sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Maputo. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Porteur de message du président Théodoro Obiang Nguema Bazogo, Dr Ruben Maye Nzoué Mangué, ambassadeur permanent auprès de l'Union africaine, est venu faire part au professeur Alpha Condé de la tenue prochaine du sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Maputo, en Guinée équatoriale. Comme vous le savez, la République de la Guinée a des pays frères, la Guinée équatoriale et parmi eux la Guinée équatoriale. Donc son frère lui a envoyé un message de solidarité, amitié avec le peuple de la Guinée pour une fois de plus exprimer notre appui au processus de rétablissement du peuple de la Guinée. Nous souhaitons que le peuple de la Guinée soit solidaire avec l'ensemble du peuple pour atteindre les objectifs de développement. Et comme vous le savez, maintenant, la Guinée équatoriale occupe la présidence en exercice de l'Union africaine. Nous sommes venus pour informer à son Excellence le niveau de préparation de ce sommet à Malabo qui sera au mois de juin et aussi féliciter une fois de plus au chef d'État pour avoir participé activement lors de la détermination du thème du sommet que la jeunesse africaine, pour que la jeunesse africaine soit plus appuyée par les États et le gouvernement africain au processus de développement. L'envoyé spécial du président de la Guinée équatoriale repart donc satisfait des entretiens qui ont eu lieu entre lui et le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le livre, vecteur essentiel de changement, c'est le thème de la 3e édition des 72 heures du livre qui a ouvert ses travaux ce samedi au Centre culturel franco-guinéen. Il regroupe les acteurs de la chaîne du livre et bien d'autres hommes de culture. Cet événement met un accent sur la responsabilité des intellectuels dans le processus de changement en cours dans notre pays. Camara Aboubakar. Un pays ne peut pas se développer. Je voudrais vous dire ici qu'il est normal de faire de la politique parce que c'est important pour un pays. Si les intellectuels acceptent de faire de la politique, ce pays peut avancer. Mais on laisse ce pays à la disposition des médiocres, c'est ce qui fait que ce pays n'avance pas. Une cinquantaine d'auteurs participent aux 112 heures du livre cette année. Parmi eux, l'ancien diplomate français fasciné par Sékou Touré. Il vient de lui consacrer une thèse biographique de plus de 2000 pages. Cette biographie de Sékou Touré ne vise pas à défendre ou à justifier Sékou Touré, mais à trouver des explications. Des explications dans sa personne, dans les circonstances, dans son entourage, etc., etc. Des maisons d'édition et des librairies exposent les ouvrages d'une centaine d'auteurs. Les écrivains africains sont les plus présents. Mais dans ce stand, les écrits d'un penseur turc sont vulgarisés. Nous voulons faire connaître l'écrivain Mohamed Fethullah Gülen. C'est un écrivain, un penseur, un musulman modéré. Il a publié plus de 50 livres. Dans son message, il dit qu'il veut réunir la religion et la science, que les deux sont indispensables de l'un et de l'autre. C'est son message qui passe ici chez nous. Le livre Vecteur de changement est le thème de l'exposition. L'afflux de jeunes lecteurs rassure de la volonté de savoir pour changer.
Il faut insister sur le fait que la plupart de la misère que nous portons aujourd'hui vient d'abord de l'ignorance. Le jour où nous aurons chassé l'ignorance de notre pays, de l'Afrique en général, l'Afrique pourra s'épanouir, se bâtir, se réconcilier et être heureuse. Pour encourager la lecture, le ministre de la Culture a déjà sa stratégie. Mettre dans les 33 préfectures, renforcer les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Et dans les 33 préfectures, il faut qu'il y ait d'abord des maisons, un palais de la culture à Conakry, un centre culturel dans les 33 préfectures avec bibliothèque. Parce que dire, il faut d'abord qu'on ait les livres. Il faut un endroit où trouver ces livres. Notre bibliothèque nationale est dans un endroit étriqué. Nous nous battons pour qu'on le déménage. Le livre coûte cher, les lecteurs peu nombreux. Les 112 heures du livre sont plus une occasion de voir les publications récentes que de lire. Les 72 heures du livre devraient permettre aux intellectuels de débattre plusieurs thèmes, notamment la place et le rôle des écrivains pour le changement. Le livre, vecteur essentiel du changement et les principaux défis du développement culturel. À l'ouverture de la cérémonie, notre reporter Ngadi Keita a tendu son micro à quelques participants. Écoutons-les. Je pense que les pouvoirs publics, les institutions d'enseignement doivent pouvoir subventionner le livre plus que le riz. Parce que bon, le riz on le mange, il s'en va, et le livre, quand on l'a lu, il reste. Mon message s'adresse à la jeunesse. Je souhaite deux choses. Premièrement, que la jeunesse lise suffisamment, abondamment. Et je souhaite également que la jeunesse écrive suffisamment et abondamment. Mon message est qu'il faut que la jeunesse en particulier, les étudiants et les intellectuels puissent faire en sorte que la jeunesse puisse se tourner vers la lecture. Parce que la lecture apporte beaucoup de choses dans la conduite, dans la façon de voir les choses, dans la compréhension de l'univers. Et je pense que si la jeunesse, qui est le vecteur du changement de conscience, se tourne vers le livre et qu'il le lise, et je crois que ce changement que nous rêvons, ce changement peut arriver. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas les TIC par exemple, et ça c'est le livre qui permet d'apprendre ça, vous ne pouvez rien faire. Monsieur le ministre, à la mondialisation. En tant qu'étudiant, je pense que c'est très bien parce que Nelson Mandela a dit qu'un peuple qui lit, c'est un peuple qui gagne. Donc c'est bon que le gouvernement aussi s'investit pour la participation des étudiants, mais pour la participation des étudiants, pour qu'ils puissent lire très bien. Je lis, mais comme en tant qu'étudiant actuellement, avec la conjoncture, c'est très difficile de lire. Voilà, c'est dit parce que j'ai demandé tout de suite à moi, on me dit 100 000 francs. Donc c'est cher aussi. Qu'est-ce qui peut pousser les élèves à faire la recherche? Il faut la possibilité aussi, la disponibilité, les prix. C'est en ces 3 jours, c'est dire que c'est vraiment géant, c'est une activité très importante et c'est pourquoi mon organisation s'est jointe à la maison d'édition Harmattan Guinée et avec notre projet Un livre pour une bibliothèque, et c'est pourquoi nous sommes si présents ici pour la promotion de notre activité aussi. Donc sur les 3 jours on fera une collecte et après cette collecte on va donner ces livres à une bibliothèque d'une école publique de la Guinée. Le département de la coopération multiplie des contacts avec les partenaires au développement. La démarche vise à renforcer les relations bi- et multilatérales. Et un vendredi, une réunion d'information a eu lieu entre le gouvernement et les partenaires techniques. Le reportage de Haya Ramatoulaye Touré. C'est une réunion d'échange d'idées sur le programme du gouvernement et sur les perspectives inscrites depuis l'avènement de la Troisième République. Dans son discours de circonstance, Dr Koutoubou Moustapha Sano a montré aux partenaires du développement bi- et multilatéraux l'importance que son département accorde au raffermissement et à la redynamisation des relations d'amitié et de coopération. Selon le ministre Sano, au titre des actions futures inscrites au programme 2011 du ministère de la Coopération, figurent les préparatifs de la conférence des partenaires
séminaire de la Guinée prévu très prochainement. Une occasion mise à profit par le ministre de la Coopération de dresser le bilan des 3 premiers mois d'exercice et les perspectives de son département. Dr Koutoubou Moustapha Sanou a invité les représentants des partenaires techniques et financiers à appuyer sur le leadership des ministères, les groupes sectoriels pour finaliser les documents de travail dans le meilleur délai. Durant les 3 premiers mois d'exercice, le ministère de la Coopération internationale a accompli de nombreuses activités, parmi lesquelles des entretiens avec vous, les ambassadeurs et les représentants des partenaires au développement, des concertations avec des personnalités étrangères en visite de travail en Guinée, l'organisation de sessions de commissions mixtes de coopération et de consultation intergouvernementale, ainsi que le suivi de leurs recommandations, des signatures de conventions de financement, des réceptions de dons en nature, le suivi et la promotion de l'intégration économique régionale, des missions à l'étranger, enfin des ateliers et revues de programmes. Le ministre de la Coopération a aussi informé de l'organisation des journées de partenariat avec les pays du sud-est asiatique, de la péninsule arabique et d'Amérique latine. Une conférence qui permettra d'identifier le potentiel existant, les obstacles et les contraintes à lever. Les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers ont à tour de rôle apprécié cette initiative qui permet de communiquer, de dialoguer. Je voudrais remercier nos partenaires encore une fois pour tous les efforts qu'ils font pour soutenir le relèvement de notre pays. Je crois qu'il est important de vous reconnaître vos efforts, mais aussi de vous inviter à continuer à apporter ce soutien à la Guinée. Une politique qui va en droite ligne avec le changement prôné par le professeur Alpha Condé. La rencontre sur la stratégie de planification de la sécurité s'est achevée à Conakry, organisée par le ministère de la Défense nationale avec l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée. La session a permis de définir de nouvelles stratégies visant à renforcer davantage la sécurité nationale. Commandant Mamadou Malal Diallo a suivi les travaux. Durant 4 jours, les participants à ce séminaire ont planché sur des problèmes auxquels est confrontée la planification de la sécurité nationale, avant d'analyser aussi de manière constructive les stratégies et les outils pratiques permettant de résoudre ces épineux problèmes. L'animateur principal s'est dit convaincu qu'avec ce séminaire, le défi sera relevé pour le bonheur des Guinéens. Nous pensons que cela va nous amener à l'objectif principal qui doit nous conduire au bien-être de ce peuple guinéen et pour tous les membres de la société guinéenne. La chose la plus importante dans ce séminaire va commencer lorsque nous commençons à travailler en dehors de ce séminaire sur ce que nous avons appris et quelle est la différence que ce séminaire a introduit dans vos vies respectives en tant qu'individu ou en tant que membre d'une organisation. C'est un défi. En réitérant toute sa gratitude à l'ambassade des États-Unis en Guinée, le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara, dira que l'État jouera les premiers rôles dans la réussite de ses objectifs. Le président de la République estime que la planification de la sécurité nationale doit être intégrée dans le cadre des principes démocratiques de surveillance et de responsabilisation. Par conséquent, l'État reste un acteur clé dans l'élaboration et la mise en œuvre des objectifs à atteindre dans ce domaine. Pour y parvenir, le ministre délégué à la Défense nationale a exhorté les participants à mieux cerner la stratégie de la planification de la sécurité nationale. À cet égard, il serait considéré comme un succès si les participants ont réussi à comprendre en profondeur les problèmes de la planification de la sécurité nationale, maîtriser les principaux éléments d'une stratégie efficace de planification de la sécurité pour s'attaquer à ces problèmes. La remise des certificats de participation aux séminaristes a ponctué cette cérémonie.
Dans l'actualité encore, comment renforcer les capacités des femmes en esprit d'entreprise? Un projet vient d'être lancé dans ce sens par l'ONG Search for Common Ground en partenariat avec la CONAG DCF et Aguides. Ce projet est financé par l'Union européenne. L'initiative devrait aider à améliorer les conditions économiques des femmes vivant en milieu rural. Le point avec Moussa Komara et Tierno Ousmane Diallo. Le constat révèle que les femmes guinéennes en général et celles vivant en milieu rural en particulier sont sérieusement affectées par la dégradation des conditions socio-économiques. Conscient de cette situation, Search for Common Ground et ses partenaires renforcent les capacités des groupements féminins à travers des activités génératrices de revenus en milieu rural. Il s'agit d'un lancement officiel du projet renforcement du groupement des femmes autour des activités génératrices de revenus qui bénéficient de la contribution de l'Union européenne dans le cadre du programme Acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement en Guinée. J'invite les autorités locales et les autres membres de la communauté de ménager aucun effort pour soutenir et faciliter les activités de ces femmes qui, en réussissant ce projet, seront en train de contribuer aussi au renforcement de la paix et du développement en Guinée. Le ministre d'État aux Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance souligne que cette action rime avec la vision de son département. Je me réjouis de constater que les objectifs de ce projet cadrent parfaitement avec les grandes orientations de mon département et nos axes prioritaires de coopération avec les différents partenaires sociaux. Ce sont les femmes de Télémélé, Gawal, Mali, Tougué, Dogomé, Bissikirima, Dingirai et Kouroussa qui bénéficient donc du projet renforcement de groupements de femmes à travers des activités génératrices de revenus pour la promotion de leurs droits. L'ONG Hélène Keller International vient de procéder au lancement des travaux de planification stratégique 2010-2016. La rencontre a planché sur l'analyse situationnelle de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire. Moussa Bangora, reportage. Dans le cadre du lancement des travaux de planification stratégique 2011-2016, l'ONG Hélène Keller International a organisé une rencontre à l'intention de ses partenaires. Une rencontre qui a permis de faire l'analyse situationnelle dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la santé afin de déterminer les besoins prioritaires des couches vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer. On devrait être en mesure de pouvoir trouver le croisement entre les besoins des communautés, les capacités et stratégies de HKI et les politiques et stratégies du gouvernement et des différents bailleurs de fonds. Et de cet exercice devrait normalement sortir une planification avec un certain nombre de priorités dont l'objectif est de créer une complémentarité et une synergie avec les actions du gouvernement pour le bien des populations guinéennes. La représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réaffirmé son engagement à accompagner cette initiative en faveur des couches démunies. Le gouvernement guinéen, à travers ses services techniques, mettra tout en œuvre pour une appropriation effective des projets, programmes exécutés par les partenaires en général et HKI en particulier. Pour son soutien constant à la Guinée, à travers, entre autres, les campagnes de distribution de vitamine A, le déparasitage des enfants, la fortification de la parine, la surveillance nutritionnelle. D'après les résultats de l'enquête démographique de santé, il ressort que 35% des enfants de moins de 5 ans en Guinée souffrent de malnutrition chronique et 9% souffrent de malnutrition aiguë. Une manière de proposer des solutions idoines afin de freiner ce phénomène. Trouver des voies et moyens pour encadrer et structurer les orpailleurs du Guinée, c'est la toile de fond d'une réunion qui vient de se tenir à Mouna Internet à Conakry. La question préoccupe le ministère des Mines. Le point dans ce reportage. Les jeunes diamantaires et orpailleurs de Guinée souhaitent obtenir des licences d'exportation et œuvrer pour la réduction des taxes de redevance qu'ils payent.
Ils ont exprimé cette volonté jeudi dernier au cours d'une réunion de concertation. Ce que les démenteurs veulent, tout le monde veut être indépendant. Personne ne veut travailler sous couvert de l'autre. Et on a aussi demandé à ce que notre collecteur qu'on est en train de prendre, que ça soit élargi. Bien que c'est une loi qui est là depuis 1990, au moment qu'il y avait 5 diamantaires en Guinée. Aujourd'hui, il y a plus de 200 diamantaires aujourd'hui à Conakry ici. Seulement, nous, les orpailleurs, depuis des siècles, l'or sort chez nous en quantité depuis le temps colon. Manque d'organisation, on n'a pas de place, on n'a rien en main. Maintenant, nous on demande, ils n'ont qu'à nous organiser, parce que présentement, tout le monde a besoin de l'or. Le commerce de l'or et du diamant est généralisé en Guinée depuis la création de la loi L025-1992 réglementant ce secteur. Cette ouverture aurait entraîné le trafic des pierres précieuses. L'engagement des autorités à lutter contre toutes sortes de fraudes dans la commercialisation de l'or et du diamant rassure. Nous avons proposé, nous devons les organiser, puisque déjà la chambre de mine est là depuis des années. Nous allons mettre une structure au niveau national et cette structure va descendre à la base pour mettre les structures au niveau des villages partout où le diamant et l'or est exploité. Je crois que la fusion des efforts pour qu'on ait un seul représentant auprès de l'administration minière nous aiderait beaucoup sur le terrain. Ainsi donc, une bonne politique d'organisation des orpailleurs et des diamantaires contribuerait efficacement à freiner l'exportation clandestine des pierres précieuses guinéennes vers d'autres pays. En déplacement, le gouverneur de la ville de Conakry poursuit sa tournée de sensibilisation dans les communes. Le chef de bataillon, Sikou Ressou Kamara, véhicule des messages de paix et d'entente. Il entend mettre en place des comités de vigilance dans les quartiers pour renforcer la sécurité des citoyens. Moussa Mikini, Safiatou Kondé sur les pas du gouverneur dans les communes. Le trophée de paix et de réconciliation a été remporté par l'équipe de Dabondi Ray dans la commune de Matoto. Organisée par la Ligue régionale de football de Conakry, 38 quartiers ont pris part à cette compétition. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la remise de prix aux 2 équipes finalistes du tournoi interquartier doté du trophée de la paix et de la réconciliation nationale initié par Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Les questions de jeunesse nous interpellent tous. C'est pourquoi nous, autorités communales, avons pris toutes les dispositions pour la réussite de cet événement qui s'est déroulé dans notre commune sans incident. Les autorités communales ont ensuite remis au gouverneur de Conakry un témoignage de satisfaction destiné à la première dame pour ses œuvres envers sa patrie. Commandant Sekou Ressou Kamara a profité de ce moment propice pour dévoiler son projet de créer une brigade de sécurité composée de civils pour protéger les citoyens de sa circonscription. Nous avons constaté que ces jeunes sont abandonnés, ces jeunes ont été utilisés. Tout ce qui s'est passé depuis les anciens régimes, aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent aujourd'hui vraiment dans les espoirs perdus. Il faut les récupérer dès maintenant pour pouvoir quand même travailler pour le régime. Et je pense que si on fait face à la situation de la jeunesse, on ne va pas regretter. Parce que les 2500 seront recrutés et ils vont servir pour la sécurité de la nation, sécuriser la population et assurer en même temps la sécurité de la population. Ainsi donc, la plus grande commune de la capitale a préféré passer son message de paix et de réconciliation par le football, devenu aujourd'hui la religion des temps modernes et la magie de la mobilisation entre les différents peuples. Direction préfecture de Koya avec le démarrage des travaux de bitumage de la voirie urbaine, une action de l'État guinéen qui devrait soulager les usagers de la route. C'est le ministre d'État chargé des travaux publics qui a lancé les actions. Pascal Dine Bengora est allé visiter ce chantier. Reportage.
La commune urbaine de Koya, actuellement en chantier de construction des voiries, de Madegema à Kinkiting en passant par Koya Plateau, Bagia et Filima, les travaux de reprofilage, de déguerpissement et de réhabilitation des caniveaux avancent à grands pas. Ce sont les travaux préparatoires de bitumage de la ville qui démarrent juste après le lancement officiel du chantier le 9 février dernier par le ministre en charge des travaux publics. Ce chantier n'attire pas non seulement par son architecture, aujourd'hui il se concrétise par l'ouverture des voiries urbaines sur une distance de 8 km. C'est une pensée purement positive parce que là, toute personne qui veut désenclaver sa préfecture, qui a la volonté d'être d'abord avec ses entrepreneurs, vraiment nous sommes enchantés avec lui. Bon, l'appel que je puisse lancer, c'est pour tous les ressortissants de Koya qui se mobilisent à assister monsieur le préfet et ces étrangers qui sont qui sont venus pour désenclaver pour le développement de la préfecture de Koya, de l'assister sur toutes les formes et de nous assister aussi. Je remercie le gouvernement du professeur Alpha Condé qui a accepté de commencer le mot changement par Koya. Car la première pierre de cette route a été posée par le ministre Elhadji Ousmane Ba le 9 février passé, qui a été leur tout premier projet pour la République de Guinée. Donc si on parle de changement, je peux vous dire haut et fort que Koya a connu le changement du professeur Alpha Condé. Ces routes-là nous ont permis aujourd'hui de passer devant toutes les maisons sans passer par la route nationale. Koya est aujourd'hui complètement désenclavé par ces ouvertures en attendant le goudron. Ce projet de bitumage de la préfecture de Koya, initié par le préfet, sera exécuté dans un délai de 24 mois par le groupement d'entreprises EGEC et Belco. Il permettra sans nul doute de créer de l'emploi pour les populations de cette localité. C'est pourquoi tous exhortent les autres à accorder une importance capitale à ces travaux. Koya mérite ce qui est en train de se passer ici comme ça. Nous souhaitons que ce travail-là soit réellement réalisé pour tous les Koyaka. C'est un bonheur. Depuis en 1978, je suis là, j'étais sur cette route-là, c'était une ruelle. Aujourd'hui, on parle de goudron. Je crois que ça c'est une fierté. Il y a fait que j'ai fait tout mon temps, je suis là encore après 30 ans, je suis là. Quand je vois ça goudronner, vraiment, je suis très ravi. À travers la réalisation de cet ouvrage dans la commune de Koya, une nouvelle ère donc amorcée par les autorités préfectorales dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Des actions à encourager. L'association Chaîne de solidarité et de protection a lancé sa campagne de sensibilisation des populations riveraines sur les risques des accidents ferroviaires. Les élus locaux et les pères de famille participent à cette opération. L'état de la commune de Matoto avec Nuhu Diallo. Cette campagne de sensibilisation qui a débuté dans la commune de Matoto a pour objectif de combattre les différentes formes d'occupation illégale de la voie ferrée de Russal CBK et leur cortège d'accidents. Il s'agit des piétons, des vendeurs d'animaux domestiques, les buvettes construites le long des rails et les nids de délinquants. Le démarrage de cette campagne de sensibilisation contre les accidents ferroviaires et les occupations illégales de la voie ferrée de Russal CBK est une opération civique importante et un événement capital qui s'inscrivent en droite ligne de la sécurité des populations. L'activité revêt un intérêt particulier pour la ville de Conakry, devenue plus accidentogène que toute autre zone. Tour à tour, plusieurs invités ont expliqué au public les tragiques accidents qui se sont produits sur cette voie depuis plusieurs années. Au dire du directeur de la sécurité industrielle de Russal CBK, dans tous les pays où se trouve Russal, seul en Guinée on enregistre encore des accidents ferroviaires. Les accidents mortels que Russal enregistre à travers le monde sur sa voie ferrée, la plupart sont enregistrés en République de Guinée, sur CBK et sur Frigia. Cette inquiétude grandissante a obligé la société de créer un service qui s'occupe uniquement de la sécurité ferroviaire. Je vous prie, tous responsables, nos familles, nos sœurs, nos frères, joignez-vous à nous. Invitons nos frères à quitter la voie ferrée. C'est un lieu extrêmement dangereux.
Organisée par l'association Chaîne de protection et de solidarité, cette initiative a été financée par Roussal SBK. L'ONG entend sensibiliser les populations qui habitent le long de la voie ferrée sur les risques d'accidents ferroviaires. Car, dit-on, mourir est naturel, mais se suicider est stupide. Culture, l'orchestre emblématique de Guinée, le BBA Jazz National, vient de fêter ses 50 ans d'existence à Bamako, à la faveur de la 8e édition de Tamani d'Or. Le BBA a été sacré meilleur orchestre africain des 50 dernières années. Ça se fait. Commentaire, Amadou Yulde Diallo. C'est dans les jardins de l'hôtel El Farouk que cette 8e édition du Tamani d'Or s'est déroulée. Après une conférence débat sur les expériences de la musique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et ce soir, du vendredi 15 avril 2011, tout le monde attendait le BBA Jazz National de la République de Guinée, qui venait d'être sacré meilleur orchestre africain des 50 dernières années. La remise des prix aux artistes primés et leurs prestations, de même que la montée sur scène du Super Biton de Ségou et du Kanaka de Mopti n'y feront rien. On attendait le BBA, et le voilà, pour clôturer le spectacle. D'abord un anniversaire avec un majestueux gâteau que couperont ensemble les membres fondateurs présents, Sekou Logro, Ashken Kaba, Amidou Diaouné, Dorego Clément et Sekou Diabaté Bembea. Ensuite, les tubes succulents, souvenirs mémorables d'une existence radieuse de Peyla dans le Konya en 1961 à cette nuit de charme. Cela fait 50 ans exactement, ce 15 avril 2011. Et c'est au Mali, pays frère et ami de la Guinée, que revient l'honneur et le privilège de fêter l'événement à travers le Tamani d'Or. Grâce à l'esprit d'initiative et au contact chaleureusement culturel de l'ancien ministre Fodébaïs Tokera et aux facilitations du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Ahmed Tidiane Sissé. Les ambassadeurs de Guinée au Mali et du Mali en Guinée étaient présents à la cérémonie, ainsi que le chef d'orchestre du Kamaen Sofa et directeur national des arts, Jean-Baptiste Williams. A noter que les 50 ans du BBA Jazz seront fêtés en version guinéenne le vendredi 27 mai prochain au Palais du Peuple par Mass Production. BBA Jazz National de Guinée, 50 ans d'existence, 50 ans de succès. SOS pour Siné Fofana. Siné Fofana, cette jeune demoiselle souffre d'une tumeur depuis 5 ans. Elle doit subir une opération chirurgicale. La rédaction tire la sonnette d'alarme en faveur de cette malade qui ne dispose pas de moyens financiers. Reportage de Nourou Diallo. Attention, les images sont insoutenables. Siré Fofana, âgé de 18 ans, est né à Bissekrima Kambaya dans la préfecture de Dabola. Son père malade aveugle est au village et sa mère n'a pas les moyens pour soigner sa fille qui fait la 5e année. Vu sa situation, cette fille est obligée d'abandonner l'école pour ses soins. Cette maladie a commencé chez ma fille il y a 5 ans. Je l'ai traitée à la médecine traditionnelle, mais aussi à la médecine moderne. Toutes les tentatives ont échoué pour opérer ma fille. N'ayant aucun moyen pour payer le montant nécessaire pour la permettre de poursuivre son traitement, c'est pourquoi je suis venu vers vous à la RTG pour que le peuple de Guinée et le gouvernement m'aident à cause de Dieu. Je n'ai rien. Mon mari aussi n'a rien. Il est au village. Il est aveugle. N'ayant plus les moyens pour se soigner, Siré Fofana compte sur les personnes de bonne foi pour retrouver sa santé. Pour tout contact, adressez-vous à la rédaction en chef du journal télévisé de la RTG Coloma. SOS donc pour Siné Fofana. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.